Bonsoir à tous, il est 18 h, mercredi 9 décembre. Merci de nous rejoindre pour le JT dans l'actualité ce soir. Ce drame sur les hauteurs de Grésy-sur-Isère à Bonvillars précisément. 5 personnes ont perdu la vie dans un crash d'hélicoptère hier soir. Le pilote est gravement blessé. 2 secouristes de la CRS Alpes et 4 personnels du SAF, le service aérien français, étaient à bord pour un exercice d'hélitreuillage. Nous y reviendrons dans un instant. Notre série de la semaine se poursuit. Elle est consacrée à un chantier naval du côté de Lausanne. Il vise à construire à l'identique une chaloupe à vapeur, comme il y en avait une cinquantaine sur le Léman il y a un siècle. Le charpentier de marine entend transmettre son savoir-faire, nous le verrons. On commence avec ce terrible accident d'hélicoptère qui a fait 5 morts hier soir dans la combe de Savoie au niveau du massif du Grand Arc. Un homme, le pilote ayant donné l'alerte, a survécu et a réussi à s'extraire de la carcasse de l'appareil. Il a été évacué à Grenoble. Au lendemain du drame, Sébastien Germain et Emmanuel Jaude étaient sur place à l'aérodrome de Tournon. Ils nous expliquent le déroulement des opérations menées depuis ce mardi soir. Bonsoir Fanette, bonsoir à tous. Près de 24 heures après le terrible accident d'hélicoptère qui a coûté la vie de 5 des 6 occupants de l'appareil, on ne sait toujours que très peu de choses sur les circonstances qui ont mené à un tel drame. Je vous propose un bref rappel des faits. Il est tout juste 19 h ce mardi soir quand le SAF, le secours aérien français, reçoit l'alerte de l'un de ses pilotes en manœuvre sur les hauteurs de la combe de Savoie. L'appareil, un EC-135, vient en effet de s'abîmer à près de 1800 mètres d'altitude sur une zone escarpée de la commune de Bonvillars, un site très difficile d'accès pour les secours, comme nous l'a expliqué cette nuit Patrice Ribes, le chef d'escadron du peloton de gendarmerie de haute montagne du département de Savoie. Alors, la première chose, ça a été de trouver l'appareil, puisque l'hélicoptère qui est parti immédiatement depuis Modane avec 2 secouristes à bord et un médecin n'a pas pu se rendre sur zone par rapport aux coordonnées géographiques qu'on avait. Du coup, les gendarmes ont été treuillés et ont dû se déplacer dans la neige, tracer, pour trouver au plus vite les corps. Donc ça, c'était le côté difficile. Enfin, difficile, pas aisé en tout cas. Et actuellement, maintenant, il fait mauvais là-haut, il neige, et il va falloir tenir pour garder le dispositif. Là, on peut dire à l'heure actuelle que les conditions météorologiques étaient compliquées au moment de l'intervention, lorsqu'on a eu l'alerte. Maintenant, au moment du crash, on est incapable de le dire. Mais voilà, on est incapable de le dire. C'est pas très loin d'une zone de crête. C'est une zone qui se situe en montagne, sur un secteur qui est particulièrement neigé en ce moment, environ 40 cm de neige, qui n'est pas forcément très technique, mais voilà, qui est en montagne, sur des pentes raides, pas facile d'accès, et qui demande à prendre des précautions. Au final, c'est donc une caravane terrestre qui a pu accéder au site du crash, retrouvant le pilote dans un état grave, ainsi que l'appareil au sein duquel les secouristes issus des détachements de Savoie, de Haute-Savoie et d'Isère n'ont pu que constater le décès de 3 personnels du SAF et de 2 CRS, dont notamment le commandant de compagnie de CRS Alpes de la Savoie, le capitaine Amaury Lagroix de Croute. Via un communiqué de presse, la procureure de la République du tribunal d'Albertville a fait savoir que, je cite, « Selon toute probabilité, l'appareil était en train de terminer un exercice d'hélitreuillage lors de la survenue de l'accident ». De son côté, le SAF a également choisi de s'exprimer par écrit. Selon leurs propos, « Nous sommes bouleversés par ce drame survenu hier soir. Nous consacrons toute notre énergie aux proches des victimes et à nos collaborateurs qui sont tous très touchés. Une cellule de soutien psychologique a été mise en place à l'hôpital d'Albertville, ainsi qu'un numéro de téléphone. Nous sommes à l'entière disposition des autorités. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas faire plus de commentaires. » Ce matin, ce sont les familles qui sont arrivées ici même à l'aérodrome de Tournon, suivies de près par les membres du bureau d'enquête et d'analyse. Une enquête qui a bien entendu été ouverte. On attend d'ailleurs également Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui devrait se rendre auprès des proches et des secouristes dans la journée de jeudi. Et parmi les victimes figure donc, vous l'avez entendu, le patron de la CRS Alpes, Amaury Lagroix de Croute, père de 2 enfants âgés de 45 ans. Il dirigeait la compagnie depuis septembre 2018. À ses côtés également décédé le brigadier Stéphane Lemeur, âgé de 39 ans et père de 3 enfants. 3 employés du SAF sont aussi décédés, dont le pilote Lionel Crétier, à qui les pisteurs des Arcs rendent hommage aujourd'hui. C'était un vrai collègue, un montagnard, quelqu'un de très sensible. C'était aussi un costaud, avec un moral à toute épreuve. Il a été malade, il s'est battu. C'est dramatique, indique Philippe Janin, le directeur du service des pistes des Arcs.
Et puis, sous l'autorité de la procureure d'Albertville, la direction de l'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie des transports aériens. Le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, en charge des enquêtes de sécurité pour les accidents impliquant des aéronefs civils, est aussi mobilisé. Sur Twitter, vous le voyez, le BAEA a ainsi indiqué ouvrir une enquête de sécurité. 5 personnes se sont rendues sur place dès aujourd'hui pour comprendre le crash de cet hélicoptère EC-135 immatriculé FHJAF, celui que l'on aperçoit précisément sur cette photo. Et puis depuis hier soir, les réactions sont nombreuses pour rendre hommage aux victimes, à commencer par le président de la République. Il était 23h30 hier lorsqu'Emmanuel Macron a tweeté son soutien aux familles, collègues et amis de ces héros français. Je le cite, « Pour sauver des vies, ils prennent tous les risques », a-t-il indiqué. Son Premier ministre Jean Castex s'est également exprimé. Il ne portait pas le même uniforme mais partageait un même engagement, sauver des vies. La sécurité civile s'est également exprimée, la famille du secours en montagne est en deuil, la police nationale également, à laquelle appartenaient les 2 secouristes de la CRS Alpes, leur rend hommage. Nous pensons aux familles, tout notre soutien aux montagnards des CRS. On s'intéresse d'un peu plus près au groupe SAF, l'employeur de 3 des 5 victimes. Il a célébré ses 40 ans l'an dernier et compte 300 salariés depuis 1979. Cette entreprise privée, basée à Tournon, au niveau de l'aérodrome, est spécialisée dans le secourisme et les travaux aériens par hélicoptère. Elle possède une 40aine d'appareils et travaille très régulièrement avec les secouristes des stations ou les CRS pour les opérations en montagne. Pendant toute la saison d'hiver, leurs hélicoptères sont en alerte 7 jours sur 7 et tous les pilotes de secours affichent au minimum 2000 heures de vol. Au printemps 2019, j'avais pu rencontrer le dirigeant de l'entreprise, Tristan Serreta, pour l'émission Vue d'ici. Il nous parlait alors de ses missions de secours. On l'écoute. SAF a 40 ans cette année, ça date de janvier exactement 79. C'est un groupe qui a un ADN montagne, qui est né ici, à Courchevel, et puis ensuite sur ces infrastructures d'Albertville, alors qui petit à petit ont été modifiées, mais qui ressemblent quand même fort à ce qu'elles étaient déjà il y a quelques années. Ce groupe a été créé par Roland Fraissinet, je pense un visionnaire, qui a notamment lancé dans les années 80 la fameuse base montagne de Courchevel, qui aujourd'hui est un petit peu la tour de contrôle du secours en montagne ici en Savoie. Et puis ce groupe ensuite a développé des activités complémentaires en plus du secours, des activités notamment de levage, de travail aérien. Et puis ensuite est descendu à déployer des activités de maintenance que vous avez derrière moi dans ces hangars sur l'aérodrome d'Albertville. Et puis récemment, en 2012, un centre de formation a été créé aussi. Donc il y a un fort ADN montagne depuis sa création en 1979 en Savoie. J'allais dire, à l'aune de notre expérience d'aujourd'hui, c'est une partie qui concentre en tout cas beaucoup d'attention, puisque le secours est exposé en matière de risque et il faut être tout à fait vigilant là-dessus. Donc il est sûr que cette partie-là est une partie difficile. Mais vous savez, dans le métier de l'hélicoptère et des opérations aériennes, que ce soit dans les opérations de travail aérien, de levage, que vous devez voir dans nos montagnes avec nos hélicoptères Écureuil ou notre hélicoptère Super Puma venu de Suisse, des missions de SAMU par exemple, toutes ces missions comportent leur lot de risques et donc ont leur lot de difficultés. Et donc je voudrais plutôt ici souligner, on va dire, le besoin d'être concentré sur l'ensemble de nos opérations, celles de secours également, mais pas seulement. Voilà, une émission donc enregistrée au printemps 2019 et donc je vous rappelle que l'on attend la visite du ministre de l'Intérieur demain après-midi sur place. Dans le reste de l'actualité, le monde de la montagne face au Conseil d'État. Cet après-midi, les requérants l'ont saisi, vous le savez, pour faire annuler la fermeture des remontées aux vacances de Noël. Vous apercevez là quelques photos mises en ligne sur les réseaux par le directeur du domaine skiable de France, Laurent Reynaud. La région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'origine du recours, a été rejointe par 5 autres conseils régionaux, 15 départements, dont la Savoie et la Haute-Savoie, et 4 syndicats professionnels, dont le syndicat national des moniteurs de ski français. Avec nous par téléphone, son président, Éric Brèche. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez à Paris au Conseil d'État cet après-midi. Tout simplement, comment ça s'est passé? Pensez-vous avoir été entendu? Écoutez, c'est un sentiment très partagé. L'État a énormément développé toujours cette partie sanitaire. Et bon, on peut comprendre aisément. C'est vrai que les chiffres actuels ne sont pas favorables pour soutenir un petit peu notre action.
tant est-il, à part cette sécurité sanitaire, il n'y a pas d'autres arguments. Et je crois qu'encore une fois, les territoires de montagne ne sont pas entendus à leur juste valeur. Presque l'intention de dire que si les téléskis ne tournent pas, bon, on peut faire même presque de la promotion pour que les gens puissent venir à la montagne, respirer l'air frais et faire d'autres activités. Par contre, dès qu'il y a le téléski qui tourne, la télécabine qui tourne, souvent des soucis de promiscuité dans les appartements, dans les chalets, qui favoriseraient l'épidémie. Donc c'est quand même assez agaçant que quand l'opposition a été faite de dire comme quoi le métro dans les grandes villes, les déplacements, les centres commerciaux, il y a énormément de monde et tout, et que le responsable du gouvernement qui dit qu'à un moment donné, c'est peut-être aussi de première nécessité, bien sûr, le métro pour se rejoindre à la montagne. Et nous-mêmes, pourquoi le télécabine, ce ne serait pas notre première nécessité pour aller à notre travail? Pourquoi notre culte du ski ne pourrait pas être exercé et entrevoir avec des bonnes dispositions sanitaires, justement, les gens qui nous font l'amitié de venir nous visiter dans nos territoires de montagne qui apportent de la distanciation physique naturelle. Oui, parce que le Conseil d'État va postuler sur une atteinte aux libertés fondamentales. C'est pour ça que vous faites référence au transport public, au culte. Exactement. C'est qu'on défend cette histoire-là. Alors, ils disent que peut-être la liberté fondamentale n'est peut-être pas d'aller en vacances au sport d'hiver, peut-être pas d'aller au ski. Alors pourquoi, sur une industrie touristique comme la nôtre, elle serait sacrifiée au profit d'industries auxquelles les personnes peuvent aller voyager, peut-être sans protocole, dans des destinations auxquelles il n'y a peut-être pas justement de sécurité sanitaire comme nous, on le proposait et on l'actait il y a une version 10 de protocole avec les services de l'État. Pourquoi aussi le côté proportionnel n'a pas été peut-être proposé ou peut-être une main tendue du gouvernement en disant bon, peut-être que c'est compliqué dans ces périodes-là, mais peut-être qu'au lieu de tout ouvrir, on pourrait ouvrir quelques remontées ou peut-être dans quelques territoires. Je crois que le juge a acté me semble-t-il, cette proposition en disant que peut-être que l'État est trop restrictif dans sa décision. Très rapidement, la décision a été mise en délibéré à demain jeudi, donc ça va aller très vite. Est-ce que vous y croyez? Écoutez, moi je suis montagnard avant tout, donc dans ce qu'on fait, on y croit toujours. Maintenant, il est vrai que la situation n'est pas favorable à une prise de décision. Le problème, c'est que si on reste sur du confinement, nos espoirs sont certainement vains. Maintenant, on reste de toute façon tout à fait concentré pour que les gens qui viennent nous visiter, on puisse leur offrir au moins un minimum d'activité, d'encadrement, parce que je vous rappelle que la sécurité sanitaire, c'est une chose, mais la sécurité des domaines et la sécurité de la montagne, il faudra aussi l'assurer. Et à ce jour, rien n'est réglé à ce propos-là. Merci beaucoup, Éric Brèche, pour votre réaction à la sortie du Conseil d'État. Merci. Et j'ajoute que les domaines skiables de France prenaient la direction du ministère de l'économie à Bercy, là, en fin de journée, pour poursuivre les discussions quant aux aides accordées par l'État pour compenser cette baisse d'activité. Véronique Rioton et Xavier Roseren, députés au Savoyard LREM, étaient pour leur part à l'Élysée hier pour rencontrer les conseillers du président, aux côtés d'Alexandre Molin, le président des domaines skiables de France. L'échange visait à préparer la réunion prévue avec le Premier ministre ce vendredi. Et vous le savez, les remontées suisses, elles, sont bien ouvertes. La station de Verbier indique dans un message à la compagnie du Mont Blanc que compte tenu du contexte sanitaire, elle n'acceptera pas les journées gratuites ou à prix réduit des clients possédant le forfait saison Mont Blanc Unlimited, et ce du 12 décembre au 11 janvier afin, je cite, de limiter le nombre de skieurs sur leur domaine skiable. Ce mercredi 9 décembre est une journée de deuil national en mémoire de Valéry Giscard d'Estaing, décédé mardi à l'âge de 94 ans. La ville de Gaillard, la gendarmerie de Haute-Savoie ou encore la préfecture de Haute-Savoie ont publié des photos de la minute de silence réalisée à midi aujourd'hui. Vous le voyez, le précédent jour de deuil national avait été observé le 30 septembre 2019 en l'honneur de Jacques Chirac. La saga de l'aérodrome d'Annecy se poursuit. Le sujet, devenu éminemment politique dans le bassin niçien, est finalement pris en main par la justice. Le département propriétaire de l'aérodrome avait désigné comme délégataire pour les 15 prochaines années l'entreprise Vinci il y a tout juste un mois. Une décision annulée par le tribunal administratif de Grenoble qui avait été saisi par l'ancien délégataire, l'entreprise Edeis.
Contacté par Nos Soins, Christian Esson, le vice-président à l'économie, se veut rassurant. Les réserves du tribunal portent spécifiquement sur ce que l'on appelle la redevance variable, l'intéressement aux bénéfices reversés par le délégataire au département chaque année. À ce sujet-là, les 3 candidats avaient fait une proposition. Les juges considèrent que l'explication sur le choix de Vinci n'est pas suffisante. Les autres points évoqués par EDIS pour déposer le recours, à savoir l'absence d'égalité de traitement, le non-respect de la confidentialité des offres, la durée de la concession ou encore la composition de la commission, n'ont pas été retenus par le tribunal à la satisfaction du département. Le changement de délégataire devrait avoir lieu le 1er janvier. Il sera donc décalé d'au moins 4 mois, nous a indiqué Christian Esson. On parle solidarité maintenant. Depuis 2 ans, ils partent à la recherche de ceux qui dorment à la rue. Une trentaine de bénévoles des associations de l'Accueil Gessien, de la Croix-Rouge et du SAMU Social organisent des maraudes de nuit dans le Pays de Gex. Malgré les 29 logements d'urgence, certaines personnes vivent encore dehors. Ces maraudes s'organisent sur les 4 principales communes du Pays de Gex, ce qui rend la tâche difficile. Vous allez le voir pour les bénévoles. C'est un reportage de Jean-Paul Crespi. Début de campagne hivernale pour la maraude du Pays de Gex. Pour sa 2e saison, 4 soirs par semaine, il parcourt sans relâche les principales communes du territoire. Car la maraude est l'un des principaux dispositifs en itinérance existants pour venir en aide aux personnes en situation de grande précarité. Les rues, les places, les lieux susceptibles de protéger une personne pour une nuit sont visités. Une mission rendue difficile par la grande mobilité des personnes généralement rencontrées, des ouvriers qui réalisent des chantiers sur le Pays de Gex et qui dorment dans leur voiture, des personnes qui ont un travail à temps partiel, des sans-papiers. La difficulté de ces maraudes, c'est déjà de rencontrer des gens donc, qui nous repèrent finalement, qu'ils sachent qu'on passe tous les lundis pour Gex, nous c'est ce qui nous concerne, et à des endroits précis. Voilà. Une fois qu'on a trouvé les personnes, c'est d'établir un lien avec elles et puis de pouvoir les orienter au mieux. Le but du jeu, c'est vraiment de se rendre visible et puis de connaître un peu ce territoire-là avec une population et de rentrer en contact. C'est pour ça on se déplace en ce moment pour aller quelque part avoir un espèce de tissu comme ça de gens qui peuvent nous indiquer s'il y a des personnes dans le besoin et puis éventuellement adapter aussi ce qu'on fait parce que voilà, on cherche, alors on commence et puis au fur et à mesure on espère affiner un peu ce qu'on fait pour pouvoir toucher les gens qui auraient besoin d'aide. Il faut trouver les bénéficiaires et il y en a, on sait qu'il y en a. Et c'est ce qui est difficile, en effet, c'est d'arriver à mettre, entre guillemets, la main dessus et de pouvoir vraiment aller au bout de notre mission. 28 bénévoles sont cette saison hivernale engagés pour assurer le dispositif. Mais ils ne sont que 4 mobilisés chaque nuit. Pour les bénéficiaires, vêtements chauds, soupe, thé, café et même masques de protection leur sont proposés. Le Pays de Gex, ce n'est pas une grande ville, c'est très aéré. Donc pour trouver les gens, c'est assez difficile. Il n'y a pas de concentration finalement de gens, de squats, il y en a peu. L'urgence, elle est partout. Elle est aussi pour ceux qui sont au RSA, elle est aussi pour ceux qui sont logés, qui ne peuvent pas payer leur loyer. Donc je dirais que pour nous, la spécificité dans l'urgence, c'est cette mise en relation qui nous permet d'être ce tout petit pas qui fait avancer. Les bénévoles tentent ainsi de maintenir le lien social avec les personnes rencontrées, tout en initiant, à force de contacts répétés, un accompagnement qu'ils souhaiteraient voir aboutir. Un contact qui justifie plus que jamais la nécessité des maraudes gessiennes, avec cette crainte qui devient malheureusement réalité, la hausse sensible des bénéficiaires. 2e épisode de notre série de la semaine. Elle nous plonge dans la construction d'une chaloupe à vapeur. Ces mythiques embarcations en bois qui naviguaient sur le Léman il y a un siècle. Elles ont aujourd'hui toutes disparu et un chantier naval près de Lausanne travaille à leur renaissance. Parmi les objectifs annoncés sur ce chantier, la formation de 2 apprentis qui participent activement à la construction de la chaloupe. Pour le charpentier de marine qui supervise cet apprentissage, c'est l'occasion de transmettre un savoir-faire précieux. Jean-Paul Crespi. Dans l'atelier de construction navale de Jean-Philippe Meyrat, 2 apprentis en contrat d'apprentissage en alternance participent étroitement à la construction d'une chaloupe à vapeur. Pour les 2 jeunes charpentiers, l'apprentissage, c'est apprendre autrement au plus proche de la réalité. Camille a longtemps cherché sa voie avant de découvrir le métier. Tony, quant à lui, est fils de capitaine de marine. Ce métier, il en rêve depuis son enfance.
Un jour, j'étais en train de lire un livre au bord du lac sur les bateaux. Les bateaux m'ont toujours fait assez rêver, etc. Mais à aucun moment, j'imaginais qu'une formation de ce genre-là existait, quoi. Et puis, je suis tombée sur un mec au bord du lac qui m'a vu lire ce livre et qui m'a dit « Ah, mais vous vous intéressez à ça, mais est-ce que vous savez qu'il y a une formation comme ça qui existe ?» Et en fait, ça a été le déclencheur de tout, quoi, vraiment. On n'est pas vraiment dans le bon pays pour tout ce qui est marin, donc la construction navale, c'était vraiment une évidence. J'aime pas, alors je navigue, hein. J'aime pas seulement naviguer, j'aime aussi comprendre comment ça fonctionne, comment ça marche. J'aime travailler avec les mains, j'aime regarder, apprendre. Et donc ici, ça a vraiment été... c'est un incroyable lieu, c'est un atelier de rêve. La professionnalisation au sein de l'atelier leur offre la liberté de se former et de travailler. Une formation pratique pour acquérir une véritable qualification professionnelle. On imagine déjà que c'est un énorme travail, mais en réalité, c'est tellement plus. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable de construire un bateau en bois. Vraiment, j'adore le travail que je fais et puis on travaille sur des choses hyper intéressantes, mais du coup, Manu en tant que personne aussi et en tant qu'humain, quoi, est vraiment... c'est quelqu'un d'hyper riche, quoi, vraiment. Il a un tas de choses à nous apprendre, il a une culture incroyable, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est voué à ce qu'il fait depuis toujours, etc. Puis du coup, il a une transmission vraiment génialissime, quoi. Alors oui, bien sûr, des fois c'est dur, oui, des fois on se fait engueuler, mais à côté de ça, il y a tout un personnage qui a beaucoup à nous transmettre. Jean-Philippe Meira veille sur ses deux protégés tout en assurant la transmission des savoirs qu'il a acquis tout au long de sa vie professionnelle. Et il le vit comme une évidence, au risque de voir disparaître définitivement des gestes et des savoir-faire exceptionnels. Demain, ces deux jeunes apprentis devront écrire une autre histoire de la construction navale lémanique. Une transmission mémorielle, une belle manière de réussir sa vie professionnelle. Et ce charpentier de marine à la forte personnalité, Jean-Philippe Meira, 47 ans de chantier naval entre les mains. On s'y intéresse demain pour notre 3e épisode de la semaine. Notre actualité se poursuit sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. On se retrouve ensuite pour Panorama, la justice au féminin au programme ce soir. À demain pour un nouveau journal. Passez une très belle soirée.